Bonjour à tous. Quand on parle d'Hélios aujourd'hui, oui, on parle du réveil de l'ambition européenne sur la Lune. On parle de ces fameux cargos à voile solaire qui sont en train de dessiner une nouvelle route, une route silencieuse entre la Terre et son satellite. Et ces cargos, ils transportent les fondations de notre avenir dans l'espace. Ce qu'on voit, bien sûr, c'est une réussite. C'est une immense fierté d'avoir ouvert cette voie. On imagine ces cargos avec leurs immenses voiles solaires qui glissent en silence entre la Terre et la Lune. Ils transportent tout ce qu'il faut pour bâtir cette nouvelle économie spatiale. C'est ça l'image qu'on a, la réussite, la fierté d'avoir été les premiers à ouvrir cette nouvelle route. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette image cache une toute autre histoire, une histoire beaucoup moins glorieuse. Parce qu'il y a 3 ans, à peine 3 ans, Hélios n'allait de nulle part. L'entreprise était à l'arrêt, complètement paralysée. Alors, la question c'est comment ? Comment une boîte aussi prometteuse, avec une telle vision, a pu se retrouver coincée dans une impasse pareille ? Pour le comprendre, il faut qu'on revienne un peu en arrière à ce qu'on appelait en interne notre grand paradoxe, une contradiction qui était vraiment au cœur de notre identité. D'un côté, on inventait le futur. La vision était limpide, des cargos propulsés par les vents solaires. C'était de la science-fiction devenue réalité. Mais de l'autre, on était les héritiers d'une culture industrielle du siècle dernier. Une culture lourde, faite de prudence excessive, de hiérarchie, de contrôle permanent. En fait, notre moteur principal, il ne brûlait pas du carburant pour aller vers la Lune, il brûlait une énergie folle à alimenter notre propre bureaucratie. On était face à un paradoxe, mais vraiment criant. Imaginez, on visait l'agilité d'un avion de chasse, mais on était aux commandes d'un paquebot. Notre gouvernance, elle, était lente, rigide, complètement incapable de suivre le rythme effréné du marché et de toutes ces nouvelles opportunités offertes par l'IA. C'est cette citation d'Enrique Lopez qui a provoqué un frais déclic. La performance isole, mais l'impact relie. On a soudain compris que notre obsession pour la performance de chaque équipe, prise individuellement, nous empêchait de jouer collectif. Il fallait qu'on change complètement de perspective, qu'on se concentre sur ce qui nous relie tous, l'impact sur le produit. Il a donc fallu mettre un nom sur ce qui n'allait pas, poser un diagnostic clair. Et on a trouvé une image qui parlait à tout le monde, on a appelé ça l'effet Ferrari. L'idée vient d'un modèle qui s'appelle Org Topologies, et elle est toute simple. Imaginez, vous avez des équipes d'ingénieurs qui sont des véritables Ferrari, brillantes, rapides, capables de performances incroyables. Mais vous les faites rouler sur une route qui est une catastrophe. Une route interne, pleine de feux rouges, de dos d'âne, de comités de validation à chaque carrefour. Voilà, c'était ça, Hélios. Je vais vous donner un exemple, un vrai. Changer un tout petit alliage sur une de nos voiles. Une décision technique. Et bien pour ça, il fallait la validation du comité A, puis du comité B, puis un arbitrage final. Résultat, 6 mois. 6 mois d'attente. On était devenus obsédés par l'idée de ne surtout pas faire d'erreur. Le problème, c'est que le marché, lui, il nous demandait d'apprendre, et d'apprendre à la vitesse de la lumière. Cette image, elle est restée gravée chez nous. Elle est devenue un peu notre symbole interne, pour ne jamais oublier d'où on vient. On disait, on pilote un avion de chasse, mais avec le gouvernail d'un galion de conquistador. C'était exactement ça. Un décalage, mais total. Et puis, il y a eu le déclic. Le vrai, il est venu d'un outil qui a tout changé pour nous, Org Topologies. Ça a été notre scanner, notre IRM organisationnel. Fini l'organigramme classique qui vous montre juste qui rapporte à qui. Là, pour la première fois, on a pu voir comment la valeur circulait, ou plutôt où elle ne circulait plus du tout. Pour comprendre comment ça marche, c'est assez simple en fait. Il faut regarder 2 axes. L'axe horizontal, qui mesure les compétences d'une équipe, de la plus spécialisée à la plus autonome, et puis l'axe vertical, qui évalue son périmètre de travail, d'une simple tâche jusqu'à la responsabilité complète d'un business. Et là, le diagnostic a été un choc, un vrai choc. La carte nous a montré que notre centre de gravité était coincé dans le cadran qu'on appelle livré. En clair, on était une super usine à fonctionnalité, très efficace pour produire des choses, des outputs, mais sans jamais vraiment mesurer leur impact réel, les outcomes. L'objectif est devenu limpide. Il fallait qu'on déplace nos équipes vers le cadran piloté, là où elles auraient l'autonomie de créer un impact direct sur le business. Il faut voir ça comme une sorte de scanner ou d'IRM pour une organisation. Oubliez l'organigramme classique. Vous savez, les petites boîtes qui montrent qui est le chef de qui. Ça ne dit rien. Cet outil, lui, nous a permis de voir ce qui était invisible, comment le travail circulait vraiment, comment la valeur était créée, et surtout, où est-ce que tout se bloquait. C'est une boucle perpétuelle qu'on appelle la méthode MADE. D'abord, on cartographie notre situation. Ensuite, on évalue nos forces et nos faiblesses. Puis, on conçoit la prochaine étape de notre évolution. Et enfin, on élève les compétences des équipes pour y arriver.
Et la boucle recommence, sans cesse. L'évolution n'est plus un projet, c'est devenu notre rythme de travail normal. Et ce qui est fascinant avec cet outil, c'est qu'il a complètement changé nos conversations. On a arrêté de chercher des coupables. La carte nous a donné un langage commun, neutre, pour parler de la structure. Ce n'était plus le problème, c'est telle équipe, mais le problème, c'est que le système crée ce blocage. Et ça a absolument tout déverrouillé. Ok, avoir une carte, c'est bien, mais il faut un moteur pour avancer. La carte nous a donné le quoi et le pourquoi. Il fallait maintenant trouver le comment. Et la réponse, on ne l'a pas trouvée dans un nouvel outil miracle, mais dans notre manière de prendre des décisions au quotidien. On a vite compris que le plus gros chantier, ce n'était pas de redessiner des cases dans un organigramme, non. Le vrai travail, le plus difficile, c'était de changer nos propres logiciels mentaux. Il fallait désapprendre des décennies de management basé sur le contrôle pour réapprendre à décider ensemble, dans un monde incertain. Et ça a commencé par quelque chose d'aussi simple, mais d'aussi puissant que le langage. Inspiré par les concepts de langage rouge, le langage du contrôle, et langage bleu, celui de l'adaptation, on a banni les questions qui infantilisent. Fini les « où en es-tu » On a commencé à poser des questions qui responsabilisent. De quoi as-tu besoin pour avancer ? On est passé de « quels sont les risques » qui paralysent à « qu'est-ce qui te retient » qui libère. Et ce simple changement de vocabulaire a complètement transformé la dynamique du pouvoir. Cette nouvelle façon de faire, on l'a structurée autour de 3 principes clés. C'est devenu notre moteur. Premièrement, toujours clarifier l'intention. C'est l'antidote au piège de la performance. En s'alignant sur le pourquoi, on s'assure que tout le monde rame dans la même direction. Deuxièmement, utiliser les tensions comme des données. Au lieu de fuir les conflits, on les a considérés comme des signaux précieux qui nous disent « Attention, ici, le système est en panne ». Et troisièmement, créer des boucles de feedback très courtes. Ça, c'est l'antidote au triangle de fer. On ne planifie plus tout à l'avance, on prend des décisions rapides au plus près du terrain pour apprendre et s'ajuster en permanence. Alors concrètement, ça voulait dire quoi ? Eh bien, on a troqué nos titres de poste un peu rigides contre des rôles dynamiques définis par leur impact. On a aussi appris à décider vite par consensus. L'idée, c'est que tant que personne n'a d'objection qui mette en péril le projet, on avance, on arrête de chercher le consensus mou qui paralyse tout. Et surtout, on a arrêté de traiter l'IA comme un projet à part. Elle est devenue une compétence infusée dans chaque rôle. Et je peux vous dire que, pour une industrie comme la nôtre, c'était un pari audacieux. Le pari de changer radicalement tout notre modèle de gouvernance. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on est passé de ça à ça. On est passé d'une logique de contrôle à une logique de confiance. On est passé de l'obsession des livrables à la recherche de vrais résultats. On a arrêté d'assigner des petites tâches techniques pour donner des mandats clairs et inspirants. Et on a sorti les experts de leur silo pour créer des équipes, de vraies équipes, autonomes et responsables. Pour être encore plus concret, on a arrêté de dire à nos équipes comment elles devaient travailler. Ça, c'était leur job, pas le nôtre. À la place, on a commencé à leur donner des mandats très clairs sur les problèmes qu'il fallait résoudre. Au lieu de valider chaque petite étape, on a juste clarifié l'intention. On a dit par exemple, notre objectif, c'est de réduire le temps de trajet Terre-Lune de 20%, avec une fiabilité totale. Point. Et ensuite, on leur a fait confiance pour trouver le chemin. On a fait exploser les anciens mandats qui les limitaient à leurs petites compétences techniques. On a commencé par inverser une logique qui était gravée dans le marbre chez nous. Avant, c'était simple, le travail devait suivre les gens, coincés dans leur département, leur silo. On a retourné le principe. On a dit à partir de maintenant, ce sont les équipes qui vont suivre la valeur, peu importe où elles se trouvent, même si ça les oblige à sortir de leur zone de confort, à aller sur des terrains inconnus. Ok, donc on avait une direction, on avait un nouveau langage, on l'a construit sur une alliance, celle des humains et de l'IA. Voilà, cette phrase résume parfaitement notre philosophie. Quand l'IA change les règles du jeu tous les 6 mois, et c'est à peine une exagération, un grand projet de transformation avec un début et une fin, ça n'a plus aucun sens. C'est une illusion. Il fallait qu'on construise une organisation qui apprend et s'adapte en permanence. Un peu comme l'IA elle-même, finalement. C'était exactement ça, notre situation. On voulait être agile, centré sur le produit, et surtout, on voulait que l'IA soit une véritable force motrice chez nous. Sauf que notre gouvernance, elle était lente, rigide, bureaucratique. Bref, elle était conçue pour un monde prévisible. Et l'IA, par définition, c'est tout sauf prévisible. Ça demande de l'expérimentation, des pivots rapides. Nos projets d'IA est resté bloqués au stade de preuve de concept, sans jamais voir le jour. Pourquoi ? Parce que le système nous demandait des plans sur 3 ans pour des technologies qui étaient obsolètes en 3 mois. On avait l'avion de chasse, mais on était toujours aux commandes du paquebot. Et cette idée d'infuser l'IA, ça a tout changé.
Pour une équipe dans notre ancien cadran livré, l'IA c'était juste un outil pour être plus efficace. Mais pour une équipe dans notre nouveau cadran piloté, l'IA est devenue un vrai partenaire stratégique qui aide à prédire les besoins des clients, qui amplifie l'innovation. La structure de l'équipe définit en fait le potentiel de l'IA. C'est là que tout prend son sens. Justement, grâce à cette structure flexible, l'IA n'est pas devenue un nouveau silo technologique. On n'a pas créé de département IA. Elle a été infusée directement dans les équipes comme une compétence que tout le monde peut s'approprier. Nos rôles ne sont plus figés, ils évoluent en même temps que la technologie. Comment on a fait ça? D'abord, on a élargi les mandats des équipes. Fini les fiches de poste ultra détaillées. On a commencé à leur donner des missions, pas des tâches. Par exemple, au lieu de dire « optimise cet algorithme », on a dit « l'objectif c'est de réduire le temps de trajet Terre-Lune de 20%. » Et on a laissé les équipes trouver le chemin. Et là, magie. On a vu des collaborations naître spontanément entre des experts qui avant ne s'étaient littéralement jamais parlé. Mais pour que tout ça tienne dans la durée, il fallait une méthode, un rythme. On adoptait une sorte de cycle continu, inspiré de l'approche Made d'Orthopologis. C'est simple, on cartographie où on en est, on évalue ce qui nous freine, on conçoit une petite amélioration et on la fait évoluer. C'est devenu notre routine, notre hygiène de vie organisationnelle. On a enfin compris que l'adaptation, ce n'est pas un grand projet de transformation tous les 3 ans. C'est un enjeu stratégique de tous les jours. Et le résultat dans tout ça? Helios, ce n'est plus une machine rigide et prévisible. C'est devenu un écosystème adaptatif. En fait, on aime bien dire que c'est devenu un véritable organisme vivant. Cette topologie adaptative, c'est un peu l'ADN de ce nouvel organisme. Sa structure, même, est conçue pour être résiliente. Elle peut sentir les changements du marché, intégrer ce qu'elle apprend et ajuster sa direction en permanence, sans avoir besoin d'une réorganisation massive qui paralyse tout pendant 6 mois. Et ça veut dire quoi être un organisme adaptatif? Ça veut dire que si demain une éruption solaire change toutes les règles du jeu, ou si le marché lunaire pivote brutalement, eh bien, on ne lance plus une énième restructuration douloureuse et traumatisante pour tout le monde. Non, on s'adapte, organiquement. L'apprentissage est devenu notre principal avantage compétitif parce qu'il est permanent, il est intégré dans notre façon de fonctionner. Et tout ça, ça repose sur une chose, la confiance. Une confiance radicale qui a enfin libéré l'excellence de nos équipes. Et au fond, notre plus grand succès, il est là. Ce n'est pas juste d'avoir ouvert une route vers la Lune, c'est d'avoir prouvé quelque chose. D'avoir prouvé qu'ici, en Europe, on peut bâtir des géants industriels qui ne sont pas forcément des usines à gaz bureaucratiques, mais des endroits où l'excellence humaine est tout simplement libérée par une confiance radicale. S'il y a une seule chose, une seule idée à retenir de tout notre parcours, c'est celle-ci. À l'ère de l'IA, arrêtons de chercher le modèle d'organisation parfait et figé. Cherchons plutôt le modèle qui apprend. Parce que la capacité à apprendre plus vite que le monde ne change, c'est devenu le véritable avantage compétitif durable. Le but, ça n'a jamais été de trouver la structure parfaite, la forme définitive. C'était une illusion. Le véritable objectif, c'était de construire un système qui soit capable d'évoluer, tout le temps, en permanence. On n'a pas juste changé de forme une bonne fois pour toutes, on a appris à changer de forme en continu. Et c'est ça, au fond, notre plus grand succès. Bien plus que d'avoir conquis l'espace cislunaire. Notre vraie réussite, c'est d'avoir prouvé, ici, en France, en Europe, qu'on peut bâtir des géants industriels qui ne sont pas des machines, mais des lieux où l'excellence humaine est enfin libérée. Libérée par la confiance. Alors je terminerai avec cette question, qui pour moi est la plus importante de toutes. Prenez juste un instant. Pensez à votre propre organisation. Où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui sur cette carte? Et surtout, où est-ce que vous voulez vraiment, intentionnellement l'emmener? Parce que c'est en répondant à cette question-là que le vrai changement peut commencer. Je vous remercie.